Qu'est-ce que c'était? Nous avons fait l'autre? Il a dit que nous avions fait l'autre. Pendant des années, Dwayne Keefe D. Davis a nié toute implication dans le meurtre de Tupac Shakur. Mais en 2008, selon un ancien détective du LAPD, il a admis son rôle, non pas à la police enquêtant sur la mort de Tupac, mais à une cellule d'enquête qui enquêtait sur le meurtre de Notorious B.I.G. Monsieur Anderson a saisi une arme et a tiré par-dessus Monsieur Smith en direction de la voiture de Monsieur Knight, dans laquelle se trouvait Monsieur Tupac Shakur. Nous allons analyser les moments les plus marquants d'une nouvelle journée de ce procès, alors que l'accusation cherche à utiliser les propres paroles de Davis pour le condamner. Et nous allons également nous entretenir avec quelqu'un qui connaissait personnellement Tupac Shakur, Jamila Barnes, la cousine de Tupac. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, nous sommes de retour avec plus d'informations depuis Las Vegas, Nevada. C'est ici que le procès pour le meurtre de Tupac Shakur en est maintenant à son 4e jour, et nous avons encore plus de témoignages clés à analyser. Et cela arrive vraiment à la fin du 3e jour. Nous ne voulons vraiment pas que vous le manquiez. Donc, l'accusation a fait comparaître 2 témoins à la barre qui pourraient avoir complètement changé toute la trajectoire de cette affaire. L'un d'eux, un ancien détective du LAPD, a témoigné que Dwayne Keefe D. Davis, l'accusé, avait en fait admis son rôle dans le meurtre de Tupac. Et souvenez-vous, les procureurs disent qu'il n'a pas réellement appuyé sur la gâchette, mais qu'il a orchestré cette fusillade depuis une voiture en 1996. Maintenant, voici le rebondissement. Ce n'était pas une confession faite à la police qui enquêtait spécifiquement sur la mort de Tupac. Non. Cela se serait apparemment produit lors d'un entretien de coopération avec les fédéraux, qui enquêtaient en réalité sur le meurtre d'un autre grand nom du rap, l'ami devenu rival de Tupac, Notorious B.I.G. Et l'homme qui l'a entendu, un ancien détective du LAPD nommé Darren Dupré. Maintenant, avant d'en arriver là, d'accord, nous avons aussi entendu un ancien agent du FBI qui s'est entretenu avec Davis en 1998. Et ce que Davis lui aurait dit à l'époque était une histoire très différente. Cela rejoint un peu ce que la défense affirme, non? Leur argument, c'est que vous ne pouvez pas croire Dwayne Keefe D. Davis. Vous ne pouvez pas croire notre client. Il a changé de version à plusieurs reprises. Il n'a pas corroboré ce qu'il a dit. Il a exagéré ses propos, vous savez, pour vendre ses mémoires, pour vendre un livre, pour attirer l'attention, des choses comme ça. Maintenant, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois vous prévenir. C'est une affaire très importante que nous suivons ici sur Sidebar, comme beaucoup d'autres grandes affaires que nous couvrons. Nous sommes un peu limités dans tout ce que nous pouvons vous montrer. Chaque extrait vidéo, chaque document. Donc si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous pouvez tout voir, l'intégralité de l'affaire, dans la section dossier de l'application Longcrime Plus, d'accord? Nous ouvrons donc le coffre à preuves pour que vous puissiez examiner directement les images brutes des caméras corporelles, les appels au 911, les photos de la scène de crime, les enregistrements complets du procès. En plus, vous bénéficiez du streaming sans publicité de toutes vos émissions préférées de Long Crime et de Court TV. Vous pouvez donc avoir une vue d'ensemble gratuitement pendant un mois entier. Rendez-vous sur longcrimeplus.com, entrez le code promo Sidebar et vous pouvez commencer à explorer dès aujourd'hui. D'accord, revenons à cela. Je veux donc commencer par cet agent du FBI. Il s'appelle Wade Lee. À la fin des années 90, il a été affecté à une task force fédérale qui enquêtait sur les gangs dans South Central Los Angeles. L'une des personnes qu'il surveillait était Dwayne Keefe D. Davis. Donc Davis a fini par être inculpé pour ses accusations de trafic de drogue. Il aurait trafiqué 2 kilos de cocaïne. Davis risquait une peine de prison très lourde. Donc, à l'été 1998, Davis serait apparemment participé à ce qu'on appelle un entretien de coopération. C'est essentiellement une réunion entre un suspect, potentiellement un prévenu, et les forces de l'ordre. Et c'est une réunion où quelqu'un fournirait des informations, apparemment en échange de clémence, voire pour éviter complètement des poursuites. Les déclarations ne seraient vraiment pas utilisées contre eux, du moins dans cette procédure. Et pendant cette conversation, Lee aurait demandé à Davis au sujet du meurtre de Tupac Shakur. Quelle a été la réponse de Davis? Il a nié toute implication. Il a dit qu'il n'était pas là, qu'il ne savait pas qui l'avait fait. Et en fait, il a apparemment accusé quelqu'un d'autre. Et nous en avons déjà un peu parlé dans d'autres mises à jour de Sidebar. Selon ce témoin, il a suggéré que des policiers corrompus de Compton travaillant pour Suge Knight pourraient avoir été responsables. Rappelez-vous, Suge Knight a longtemps été accusé d'être un affilié ou un membre des Mob Piru Bloods, ce qui semble être un gang rival, ou était un gang rival, des Southside Crips de Davis. Donc, lorsque Davis semble pointer du doigt d'autres personnes, il, je suppose que l'argument serait, accuse ses propres ennemis. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant le timing ici. Donc à ce moment-là, en 1998, des rumeurs circulaient déjà
sur qui aurait pu être impliqué dans le meurtre de Tupac. Cela durait depuis des années. Et les gens parlaient de l'implication des Southside Compton Crips. Et c'est ce qui rend le déni de Davis si intéressant, d'accord? Mais avant d'en arriver à ce déni, Lee a témoigné de ce que Davis lui aurait dit à propos de Death Row Records et du trafic de drogue. En ce qui concerne l'activité des gangs et ce genre de choses, il a mentionné il y avait un individu du nom de Harry O qui a fourni de l'argent pour lancer l'organisation de label Death Row Records. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Et puis, comment il s'appelle déjà? Je crois que Patrick Johnson a fourni environ 80 000 dollars. En fait, il a dit à Davis de donner 80 000 dollars de cet argent que Davis devait à Johnson à cause de transactions précédentes liées au gang, à la petite amie de Johnson, pour que cet argent puisse servir à lancer Death Row Records. Et il explique aussi le rôle de Marion Suge Knight et sa connexion avec les membres du gang Blood. Oui, il l'a fait. Il a dit que Marion Knight avait pris contrôle du trafic de drogue du nord de Compton et qu'il était associé à un groupe de membres du gang de rue Blood, comme les Mob Piru et d'autres groupes similaires. Et ils étaient, vous savez, Knight les faisait sortir de prison, payer leur caution, et ils coopéraient avec Knight. Et en gros, quand Knight va en prison, il dit que Reggie Wright prend un peu le relais. Oui, Reggie Wright Jr. a pris la tête de l'organisation après l'arrestation de Suge Knight. Donc il semble, selon le témoignage de Lee, que Davis disait au FBI que Death Row Records avait été construit avec de l'argent de la drogue, ce qui semble corroborer que ce n'était pas seulement un label de musique. Et ensuite sont venues les questions sur Tupac Shakur et sa mort. Voici donc ce que Lee affirme que Davis lui aurait dit lors de cet entretien en 1998. Et ensuite, il parle un peu de la guerre de gang qui a eu lieu peu de temps après le meurtre de Tupac Shakur. Oui, en gros, il a dit qu'il y avait un conflit entre Davis et Marion Knight. Cela a résulté des fusillades. Ce conflit, il y avait en gros une guerre entre les Southside Compton Crips et les Compton Bloods. Des membres du gang Piru, issus de l'altercation au centre commercial avec Marcus Nunn et Orlando Anderson, ainsi que d'autres membres des Southside Compton Crips, en plus des membres du gang Compton Blood. Et il affirme que la raison pour laquelle les gens croient qu'Orlando Anderson est le tueur, c'est parce qu'il affirme que la police de Compton le dit aux gens. C'est exact. Il a fait des commentaires selon lesquels il pensait que des membres de la police de Compton faisaient courir des rumeurs selon lesquelles Orlando Anderson et d'autres étaient impliqués. Le confrontez-vous au sujet de M. Anderson, l'agression et le fait qu'il soit contrarié? À propos de cette attaque en particulier? Eh bien, je veux dire, nous lui avons posé des questions à ce sujet, sur toute l'escalade des incidents à cause de l'activité des gangs, l'incident au centre commercial, puis au MGM Grand.
Puis évidemment la fusillade de Tupac et des choses de ce genre. M. Davis a dit que Davis et Anderson étaient contrariés après l'agression d'Anderson au casino, mais qu'ils n'allaient pas riposter avec autant de policiers autour, qu'ils auraient riposté une fois de retour à Compton. Donc, il vous indique qu'il était assez en colère pour le faire. Il avait juste prévu de le faire à Compton et non à Las Vegas. Ouais, s'ils ne l'ont pas fait, c'était apparemment à cause de la présence policière dans la zone, ce genre de choses. Oui, selon Lee, Davis a admis qu'il était assez en colère pour se venger, mais il a affirmé qu'il voulait le faire à Compton, pas à Las Vegas. Il a aussi apparemment dit que la police de Compton répandait des rumeurs selon lesquelles son neveu, Orlando Anderson, était le tueur. Mais lorsque l'avocat de la défense de Davis a eu l'occasion d'interroger Lee, ils l'ont attaqué sur ce point, critiquant son enquête, ou peut-être, selon la défense, un manque d'enquête. Avez-vous déjà vérifié les informations qui se trouvent ici, en particulier à propos des allégations concernant le meurtre de Tupac Shakur? Vérifie dans quel sens? Eh bien, par exemple, dans le document qui aurait été votre 302, daté du 14 juillet 1998, il y a ici une indication par exemple que, au casino de Las Vegas, Davis, Anderson, la petite amie de Davis et la petite amie d'Anderson sont montés ou sont allés dans leur chambre d'hôtel à l'Excalibur Casino. Maintenant, encore une fois, nous sommes en 1998. La mort de Tupac Shakur a eu lieu en septembre 1996. C'est ça. Avez-vous déjà vérifié cette information auprès de Las Vegas pour voir si, dans ce cas, ce que le chiffre 2 indique, c'est que la chambre était au nom d'Anderson? Avez-vous vérifié si c'était vrai? Je ne savais pas précisément. D'accord. Et puis, en ce qui concerne la façon dont il décrit, c'est-à-dire M. Davis, comment ils sont arrivés à Las Vegas, il dit ici qu'ils ont conduit jusqu'à Las Vegas dans un Land Cruiser. Y a-t-il une raison particulière? Je veux dire, est-ce qu'il avait un Land Cruiser? Y a-t-il eu la moindre vérification de cette information? Je ne l'ai pas vérifié cette nuit-là. Maintenant, en plus de cela, il avait indiqué que Corey Edwards, Kevin Davis, Terry Brown et Big Dre, ou alias Big Dre, Je suis désolé, Big Dre et Wen étaient aussi allés à Las Vegas. Avez-vous jamais vérifié si l'une de ces personnes était allée à Las Vegas? Non, je ne l'ai pas fait. Maintenant, en plus de cela, il avait mentionné, au moins lors de ce premier entretien, qu'il croyait que les policiers de Compton étaient les seuls à avoir commis cet acte particulier, le crime à Las Vegas, en ce qui concerne la fusillade de Tupac. C'est Shakur, dites-oui? Oui. Et à ce sujet, monsieur, avez-vous déjà envisagé la possibilité que des policiers de Compton aient pu être impliqués dans la fusillade de Tupac Shakur? Je ne savais pas précisément. Donc, nous avons Davis en 1998, qui semble nier toute implication, et cet agent du FBI qui semble admettre qu'il n'a pas donné suite. Maintenant, 10 ans plus tard, selon un autre témoin, tout a changé. Une autre enquête était en cours, et celle-ci se concentrait sur le meurtre de Notorious B.I.G. Il y avait donc une task force composée du LAPD, du FBI, de la DEA et de l'ATF. Ils cherchaient à savoir si quelqu'un lié à Death Row Records ou au Southside Compton Crips était impliqué dans l'assassinat. Dwayne Kiffy D. Davis était dans leur viseur. Maintenant, le détective principal de cette task force semblait être Greg Kading, et l'un de ses partenaires était un homme nommé Darren Dupri. Ils auraient eu des preuves que Davis était impliqué dans le trafic de drogue, notamment de PCP et de cocaïne, ce qui, tu sais, pourrait l'envoyer en prison pour le reste de sa vie, non? Alors ils l'ont approché, lui ont fait savoir qu'ils avaient un dossier contre lui, et ils lui auraient proposé un accord. Viens, parle-nous le Biggie Smalls, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Alors Davis s'est assis avec eux, avec un avocat présent. Un procureur fédéral était là aussi. Et quand ils ont interrogé Davis à propos de Biggie, il a dit qu'il ne savait rien. Mais ensuite, et c'est important, selon Dupri, Davis a dit quelque chose qui a surpris tout le monde. Au cours de cet échange, avez-vous demandé à M. Davis s'il était impliqué dans le meurtre de Biggie Smalls? Oui. Et quelle a été sa réponse? À ce moment-là, il a dit non. Nous n'avions rien à voir avec ce mula. Quand il a dit que nous n'avions rien à voir avec celui-là, est-ce que cela vous a fait penser à quelque chose quant à ce qu'il voulait dire? Je n'appellerai jamais, oui. On sera comme celui-là. Que veux-tu dire?
Et puis il a Et dit, il dit qu'on a fait l'autre. qu'on a fait l'autre. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensiez qu'il voulait dire? Moi, personnellement, le seul autre, c'était Tupac. Mais on n'avait rien. On ne pensait pas qu'il parlait de lui. On parlait de Christopher Wallace. On ne lui a posé aucune question sur Tupac. Il l'a évoqué de lui-même. Et donc, quand il fait ça, est-ce qu'il y a alors une discussion sur la possibilité de parler de Tupac? C'était une surprise pour nous. Premièrement, on était choqués. Nous étions surpris. Oui, Ce moment-là, juste là, qui a conduit à cet entretien de coopération le 18 décembre 2008. Et cette fois, toutes ces années après le meurtre, cet entretien portait spécifiquement sur Tupac Shakur. Et selon Duprey, c'est à ce moment-là que Davis a exposé en détail sa version des faits, affirmant qu'il était dans la Cadillac blanche, qu'il avait un pistolet de calibre 40, qu'il l'aurait soi-disant passé à l'arrière du véhicule, mais que le tireur potentiel a eu peur. Donc, le neveu de Davis, Orlando Anderson, souvenez-vous, l'accusation affirme qu'il s'agissait d'une vengeance, que Tupac et son entourage ont passé à tabac Orlando Anderson plus tôt dans la soirée où Tupac a été tué au MGM Grand, n'est-ce pas? Donc, le neveu de Davis, Orlando Anderson, aurait saisi l'arme et tiré. C'était la première fois que Davis aurait admis avoir été dans la voiture, avoir eu l'arme, avoir fait partie de ce qui s'est passé. Voici ce que Dupré affirme que Davis lui a dit. M. Davis a déclaré que son neveu, Orlando Anderson, a été agressé et passé à tabac dans un club ou dans un hôtel à Las Vegas après le combat de Tyson. Il est venu raconter à M. Davis ce qui s'était passé. Ils sont partis à la recherche de Tupac et de Suge. Tous ceux qui étaient impliqués en gros dans le passage à tabac de M. Anderson. Et ils n'ont pas pu le trouver au début, puis ils l'ont vu et en gros M. Davis avait l'arme au début. Mais ils sont arrivés du côté passager de Suge Knight dans le véhicule de M. Shakur, donc ils ne pouvaient pas tirer par-dessus le conducteur. Alors il a passé l'arme à Dre sur la banquette arrière, M. Andre Smith. Il avait peur de tirer. M. Anderson a saisi l'arme et a tiré par-dessus M. Smith dans la voiture de M. Knight, où se trouvaient M. Tupac Shakur et M. Knight. Et vous a-t-il dit dans quel type de véhicule il se trouvait? C'est une Cadillac blanche. Vous a-t-il dit quel type d'arme a été utilisée? Une arme de calibre 40. C'était l'histoire que l'accusation attendait, n'est-ce pas? Les propres mots de Davis décrivant son rôle présumé dans le meurtre de Tupac. Mais la défense s'en est prise à Dupré, d'accord? Cela s'est passé au tribunal. Ils se sont attaqués à Dupré de la même manière qu'ils l'ont fait avec Lee. Et je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord, je dois établir un autre lien bien connu qui a été évoqué lors de cette série de questions. Et cela concerne Sean Diddy Combs, le PDG de Bad Boy Records. Selon Dupré, Davis n'a pas seulement admis être dans la voiture. Il a affirmé que Diddy, qu'on appelait à l'époque Puffy, était lié à cela d'une certaine manière. M. Davis avait un ami dans le trafic de stupéfiants à New York du nom d'Equan Williams, Zip. Il a dit qu'il pouvait. C'est bien plus profond que ça. Sean Puffy Combs était censé avoir donné de l'argent à Zip Martin pour qu'il le remette à M. Davis en paiement du meurtre de Tupac. Passons maintenant à M. Davis. Il dit qu'il peut raviver cette relation avec M. Zip Martin et lui parler de l'argent qui a été donné par Sean Puffy Combs à M. Martin et qui n'est jamais arrivé à M. Davis. Et est-ce que vous ou M. Davis avez élaboré un plan pour obtenir un moyen de pression sur M. Williams, Zip? Quelle était l'idée? Moi, détective Keding, ATF, Jim Black et Kefedi, M. Davis s'est envolé pour New York.
pour que M. Davis puisse agir sous couverture pour essayer de raviver cette amitié et cette relation d'affaires avec Zip. Selon Dupré, Davis a dit aux enquêteurs que Didi était impliqué, que de l'argent changeait de main. Il a apparemment pris cela assez au sérieux pour prendre l'avion jusqu'à New York afin d'essayer de convaincre Zip Martin de parler de son rôle présumé d'intermédiaire. Mais Zip était en train de mourir d'un cancer, donc cela n'a pas abouti. Mais la défense, comme je l'ai dit, s'en est prise à Dupré. Et ils ont souligné que ce groupe de travail enquêtait sur Biggie Smalls, pas sur Tupac. Alors ils ont demandé à Dupré quels efforts il avait fait pour vérifier l'histoire de Davis. Ils l'ont pressé de questions sur la raison pour laquelle la police de Las Vegas n'avait pas été informée plus tôt. Et je dois dire que le témoignage de Dupré était révélateur. Avez-vous vérifié certaines des informations? Que M. Davis nous a donné. Oui, nous essayons de vérifier autant que possible. D'accord. Eh bien, dites-nous quelles sont les preuves. Non, je suis désolé. Pouvez-vous dire à ce monsieur quels efforts vous avez fait pour vérifier les informations qu'il vous a données en 2008? Aller à New York pour essayer d'établir un lien avec Zip. Monsieur Martin, parce qu'il était impliqué ici à Vegas dans le meurtre et la grosse somme d'argent qui devait être donnée à monsieur Martin pour la donner à monsieur Davis. C'est donc pour cela que nous avons pris l'avion pour New York afin d'essayer d'obtenir cela. Toute cette affaire en marche. D'accord. Et grâce à vos efforts à New York, avez-vous pu vérifier si tout cela était vraiment vrai? Oui. Maintenant, en plus de cela, il y avait d'autres informations que M. Davis a révélées en décembre 2008. Avez-vous vérifié certaines de ces autres informations qu'il a fournies? Je ne pense pas que les autres informations qu'il nous a données concernaient autre chose que le meurtre de Tupac. Bien sûr. À un moment donné, avez-vous vérifié? Par exemple, les personnes qu'ils ont identifiées dans le véhicule. Non. Vous savez bien sûr que certaines des personnes qu'il avait identifiées dans le véhicule étaient encore en vie en 2008, n'est-ce pas? L'une d'elles l'était. Qui était-ce? C'était Terrence Brown. D'accord. Avez-vous déjà vérifié si Terrence Brown était à Las Vegas au moment du meurtre? Il n'en a jamais eu l'occasion. Pourquoi pas? Comme je l'ai dit, notre première démarche a été de relier M. Combs, l'argent, et de remonter à partir de là. Vous voyez ce que fait la défense ici, n'est-ce pas? Elle pousse Dupré sur ces questions cruciales, puis enchaîne. S'agissait-il d'une enquête approfondie? Était-ce une enquête bâclée? Leur version, en gros, c'est de dire que certains détails n'ont pas été vérifiés. On n'a jamais confirmé qu'une personne, Terrence Brown, était à Vegas. Donc en gros, Davis a peut-être admis son implication, mais la défense suggère que cela n'a pas été correctement vérifié. Maintenant, lors du réinterrogatoire, c'est-à-dire quand l'accusation revient pour interroger un témoin, une question simple a été posée. C'est un thème que nous avons entendu dans la déclaration d'ouverture de la défense. L'avez-vous cru? Avez-vous cru, Davis? Voici ce que Dupré a répondu. Quand vous parliez à M. Davis et qu'il vous disait ce qu'il vous disait, aviez-vous des raisons de douter de sa version des faits concernant l'homicide lui-même? Je ne pensais pas que M. Davis mentait parce qu'il avait mis l'arme dans la main de son neveu. Et d'après ce que j'ai entendu, s'il y avait quelqu'un qui savait quelque chose dans ce quartier, c'était M. Orlando Anderson, à part Kifidi. Il était le prince et sa famille l'aimait. Je ne pensais pas que M. Davis mettrait l'arme dans la main de son propre neveu, mort au vif, et qu'il lui collerait cette réputation à moins que ce soit vrai. La personne qui a tué Tupac travaillait dans le quartier, c'est un héros. Dans le monde, c'est un méchant. Donc je ne pensais pas que M. Davis, moi personnellement, ferait ça à son propre neveu, à moins que ce soit vrai, parce que je sais qu'il aimait son neveu. Donc c'était un grand moment. C'était un grand moment, il l'a cru. Mais plutôt lors du contre-interrogatoire, la défense a réussi à amener Dupré à reconnaître, d'une certaine manière, pourquoi Davis aurait pu être motivé à parler. Il avait aussi évoqué l'idée que ce n'était pas seulement lui qui déplaçait une grande quantité. Il s'agissait de personnes venant chez lui, potentiellement sa famille. Des gens pouvaient être arrêtés. Ses amis, par exemple, faisaient partie de cela. Et ils pouvaient tous aller en prison, n'est-ce pas? Je vais dire ceci. M. Davis a porté le chapeau pour beaucoup des siens, pour ses enfants, pour sa femme. Mais c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de choses qu'il a faites. Je dirais ça. Et j'apprécie que vous disiez cela. Donc c'est peut-être là où la défense voulait en venir, non? Que Davis avait des raisons de dire ce qu'il devait dire pour protéger les gens autour de lui. Et c'est là où en sont les choses dans la salle d'audience en ce moment, d'accord?
Mais je dois le signaler. Et je l'ai mentionné au début, je vais le redire ici. Cette affaire est bien plus que de simples arguments juridiques, des témoignages et des preuves. Il s'agit d'une personne, d'un être humain réel, pas seulement de l'icône que nous connaissons tous. Quelqu'un dont la vie a été fauchée beaucoup trop tôt. Quelqu'un qui était adoré, qui était aimé. Quelqu'un dont la famille attend depuis près de 30 ans que des comptes soient rendus et que justice soit faite. Je dis cela parce que nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Jamila Barnes. C'est la cousine de Tupac, membre du conseil d'administration de la fondation Tupac Shakur. Elle a été présente dans cette salle d'audience chaque jour et elle nous a raconté ce que cette expérience a été pour elle. Comment vivez-vous le fait d'être dans la salle d'audience avec Keffi Davis? Extrêmement inconfortable, très inconfortable. Oui, ce n'est pas... Cela a été très inconfortable pour moi et ma famille, à tel point que, vous savez, nous avons dû demander aux agents de sécurité s'ils pouvaient lui demander de simplement regarder devant lui. Il n'a pas besoin de nous regarder. Il n'a pas besoin de croiser notre regard. C'est déjà extrêmement inconfortable. Donc, ces nuances ne font qu'ajouter à la gêne, à l'inconfort et en réalité au traumatisme de la situation. Il y a eu 2 moments qui ont été particulièrement difficiles pour moi. L'un d'eux était l'autopsie, l'interrogatoire. La moitié de la famille est sortie et l'autre moitié d'entre nous est restée pour observer. J'étais de ceux qui sont restés. Et, tu sais, en fait, j'étais plutôt préparée émotionnellement aux images qui circulaient depuis de nombreuses années. Mais il y avait simplement des images plus explicites que je n'avais jamais vues auparavant et qui étaient très difficiles pour moi. Donc, j'ai dû m'excuser et sortir de la salle d'audience lorsque ces images ont été montrées. Donc, Tupac est mon cousin aîné. Il a 5 ans de plus que moi et les souvenirs les plus forts que j'ai de lui, ce sont surtout des souvenirs de mon cousin aîné pendant mon enfance. J'ai vraiment de beaux souvenirs de lui. Tu sais, c'était quelqu'un de actif, de dynamique, de talentueux, de créatif. Tu sais, j'ai un souvenir, j'en ai beaucoup, mais un en particulier, à ma fête d'anniversaire de mes 9 ans, tous mes cousins et amis de la famille étaient dans le sous-sol de ma mère pour célébrer mon anniversaire. Et l'un de mes souvenirs, c'est de me rappeler qu'on était en cercle et qu'il était au centre du cercle, tu sais, en train de nous guider, que ce soit pour une chanson ou un concours de danse, peu importe ce que c'était. Mais ce sont des souvenirs d'enfance qui étaient vraiment révélateurs de son talent et de sa célébrité. Même quand nous étions plus jeunes. Je pense que son héritage dure depuis aussi longtemps parce qu'il s'exprimait avec empathie. Vous savez, il pouvait. Ses paroles, sa passion, ses interviews, ses expériences de vie lui permettent de partager, de créer du lien et de trouver un écho auprès des gens d'une manière très humaine, d'une manière qui n'était pas seulement celle d'une célébrité intouchable, mais vraiment comme votre ami de tous les jours, votre voisin, un membre de votre famille ou un camarade de classe. Les histoires, les chansons, les paroles qu'il partageait parlaient vraiment de... Vous savez, parlait vraiment de la justice pour les êtres humains en général. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'égalité pour nous tous, pas pour un seul type de personne ou une seule culture ou un seul groupe, mais vraiment, vous savez, l'humanité. Et quand votre état d'esprit vient de ce point de vue, vous êtes capable de vous connecter et de raisonner avec des personnes de tous horizons. Et même maintenant, parce qu'il était tellement déterminé, vous savez, les choses qui étaient importantes pour l'humanité, celles-là. Ce sentiment trouve encore un écho aujourd'hui, des générations plus tard. Et vous savez, les jeunes d'aujourd'hui peuvent encore trouver leur voix. Et ce que sa voix représentait à l'époque. Donc, je pense que c'est une grande partie de son héritage durable. Et vous savez, sa voix continue d'être l'empreinte de... Vous savez, ce qui est juste pour les gens du monde entier encore aujourd'hui. Avez-vous le moindre doute? Eh oui,
Kifide est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Avez-vous le moindre doute sur le fait qu'il n'était pas lié à cela, qu'il n'était pas impliqué dans ce qui est arrivé à Tupac? Ou bien, en écoutant les preuves, en écoutant les arguments, après avoir vu ce dossier, êtes-vous encore plus confiante dans la thèse de l'accusation et dans le rôle qu'ils lui attribuent, dans ce qu'ils affirment qu'il a fait? Oui, pour être tout à fait honnête, Oui, c'est le cas. Je veux dire, c'est vrai. Il y a des preuves évidentes de son implication d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment au procureur de boucler la boucle et vraiment démontrer tous ces éléments. Mais sans aucun doute, il y a d'une façon ou d'une autre, dans toute cette affaire, vous savez, il y a un lien. Donc, c'est certain, ces choses doivent être prouvées devant le tribunal. Et j'espère qu'une fois que ce sera prouvé, j'espère que le bon verdict sera rendu et que les conséquences appropriées suivront. J'espère qu'elles seront appliquées comme il se doit. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également nous retrouver sur Peacock de NBC. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine.